Les experts sans frontières. Mathieu Jolivet. Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver dans les Experts sans frontières. Aujourd'hui, ils nous viennent des États-Unis, du Québec, du Portugal, des regards extérieurs très précieux dans ce monde qui se fragmente sous nos yeux. Justement, les grands de ce monde qui sont réunis en ce moment à Munich pour la grand-messe mondiale sur la sécurité. Au cœur des échanges, le lien transatlantique qui a volé en éclats depuis le retour de Donald Trump. Y a-t-il encore un terrain d'entente entre l'Europe et les États-Unis ? L'Europe peut-elle assurer sa propre sécurité ? Des questions quasi existentielles qu'on va se poser avec mes experts sans frontières, mais avant le journal de Stéphanie Colo. Les experts sans frontières. Mathieu Jolivet. Ils nous ont rejoints, ils sont autour de moi, nos experts sans frontières. J'accueille aujourd'hui Romuald Sciorra, franco-américain, chercheur associé à l'IRIS, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis, auteur de L'Amérique éclatée aux éditions Armand Collin, en direct depuis New York. Bienvenue, on est heureux de vous retrouver, Romuald Sciorra. Anna Navarro avec nous, merci, correspondante Mathieu. De la presse portugaise en France. Bonsoir Anna. Bonsoir. Un plaisir de vous retrouver. Steven Ecovitch, professeur émérite de sciences politiques et d'histoire à l'Université américaine de Paris. Bonsoir. Bonsoir Steven. Et Stéphane Bureau, éditorialiste, spécialiste des États-Unis, que vous connaissez très bien chez nous, consultant de BFM TV. Ravi de vous retrouver aussi Stéphane. Bonsoir à tous. On a beaucoup de boulot, hein. C'est toujours votre président Steven, il nous donne du pain sur la planche. On se disait, quand il sera plus là, il y aura peut-être beaucoup de journalistes au chômage. Hein. on va s'ennuyer. Plus sérieusement, au moment où on se parle, il y a la conférence de Munich sur la sécurité qui s'est ouverte aujourd'hui. Elle va durer tout le week-end. C'est un peu le Davos de la sécurité. Ils sont 450 dirigeants du monde entier, avec eux aussi les plus hauts gradés du monde entier, et ils phosphorent pendant 3 jours à Munich pour essayer de partager leur vision du monde, savoir où va le monde. Nous avons Emmanuel Macron, Friedrich Merz, entre autres, côté américain, Marco Rubio. Pour commencer, j'aimerais vous faire écouter, il s'est exprimé il y a seulement quelques heures, c'est le chancelier allemand, Friedrich Merz. Il constate la rupture avec Washington et en même temps, c'est hyper intéressant, écoutez-le, il tend la main à l'ami américain. Zwischen Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika hat sich eine Un profond fossé s'est creusé entre l'Europe et les États-Unis. Le vice-président J.D. Vance, il l'a dit ici même à Munich il y a 1 an, il avait raison dans sa description, faire partie de l'OTAN, c'est pas seulement un avantage concurrentiel pour l'Europe, ça l'est aussi pour les États-Unis. Alors réparons et renouvelons ensemble cette confiance transatlantique. Repair and revive transatlantic trust together. Stéphane Bureau, ça n'a pas échappé à votre attention. Il a commencé à s'exprimer en allemand, il a terminé en anglais. Ça a son importance. Évidemment, c'est un geste très symbolique parce qu'il tend la main. Le premier coup de tonnerre, nous l'avons tous entendu, c'était il y a 1 an pile poil, quand J.D. Vance a admonesté l'Europe, grondé l'Europe. Quelques jours plus tôt, c'était le ministre de la Guerre, puisque ce n'est plus le ministre de la Défense, Peter Hegseth, qui disait que la relation transatlantique était à peu près terminée, comme nous l'avions comprise depuis très longtemps. J.D. Vance, il y a 1 an, disait la menace, c'est pas la Russie, c'est vos élites européennes. Quoi. Devant, là, c'était c'est la censure, c'est l'immigration, c'est des enjeux donc de civilisation, parce que c'est le mot auquel il se réfère toujours. Dans la NSS, la National Security Strategy, dont on parlait la dernière fois où nous étions ensemble, les Américains mettent en garde l'Europe contre la décivilisation, l'effacement civilisationnel. Ça donnait le là. On a très bien compris ce que voulaient les Américains. Je fais le pari que demain, M. Rubio sera probablement moins cassant, moins provoquant, peut-être mieux à même de saisir la main tendue par les Allemands. Mais cette main tendue est aussi... alors, je peux concevoir qu'il y a la volonté de maintenir la relation transatlantique pour les Allemands comme pour les Européens de façon générale, mais c'est aussi l'aveu de l'impuissance complète encore de l'Europe. C'est-à-dire qu'il est très difficile de concevoir la sécurité européenne aujourd'hui sans le grand frère parrain américain. Et en même temps, Anna Navarro, il faut bien comprendre aussi que ce lien transatlantique, les Allemands, ils sont peut-être encore plus attachés que nous en France ou dans le sud de l'Europe. Oui, histoire oblige. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'écriture de la Constitution de ce qui était à l'époque l'Allemagne fédérale par quasiment directement par les États-Unis. Le lien transatlantique est très important chez eux. Les relations économiques et l'exportation comptent aussi beaucoup dans ce choix, évidemment.
il n'en reste pas moins que l'Allemagne, comme le reste de l'Europe, est pratiquement en PLS depuis un an, depuis que Vance, vous étiez des mots très gentils, grondés, admonestés, qu'il a donné une belle raclée à l'Union européenne et aux Européens. C'était pas entièrement faux pour beaucoup de ce qu'il a dit. Ça peut être une piqûre de rappel salutaire pour les Européens qui sont très confortablement installés sous le parapluie américain depuis beaucoup d'années. Et moi qui suis pour une défense européenne, tout en sachant toutes les difficultés inhérentes à cette organisation, à cette possibilité, si tant est qu'il en est une. Oui, effectivement, si nous voulons, il fallait nous sortir de notre zone de confort pour avancer dans notre autonomie de défense. Romuald Sciorra, on file à New York. Comment vous interprétez ces premiers mots de Friedrich Merz? On sent qu'il passe un peu de la pommade à l'ami américain, comme il l'appelle, mais bon, on a l'impression de se fouetter un peu avec des orties, là, côté européen. Écoutez Mathieu, vous avez tout dit et tout ce qui a été dit est très juste. Il y a aussi chez le chancelier allemand, excusez-moi, je suis un petit peu perturbé parce que j'entends la régie qui parle en même temps, donc il y a plusieurs... On va régler ça tout de suite. Voilà, mais c'est pas grave, je peux quand même continuer. Il y a quand même chez le chancelier allemand un petit peu une impression de déni, comme chez plusieurs dirigeants européens. Néanmoins, il y a quand même quelque chose qui va être à suivre avec Marco Rubio. N'oublions pas que Marco Rubio est pas toujours sur la même ligne concernant la politique intérieure aussi, mais aussi extérieure des États-Unis que celle de J.D. Vance ou de Donald Trump. Par ailleurs, Marco Rubio est sur les starting blocks pour la prochaine présidentielle. On sait qu'il y aura une guerre fratricide, entre guillemets, pour fratricide, entre lui et J.D. Vance. Et il a tout intérêt un petit peu à polir son image, à être celui qui peut montrer qu'il est l'homme qui saura tendre la main aux alliés après cette grande fracture imposée par l'administration Trump-Vance. C'est quelque chose dont il pourra se servir lors de la campagne présidentielle, même si les électeurs américains ne s'intéressent pas beaucoup à l'international. Néanmoins, être l'homme qui pourrait renouer le lien transatlantique. Donc, il va sans doute jouer là-dessus dans les prochaines heures, prochains jours. Steven Ecovitch, est-ce qu'effectivement, entre Marco Rubio et J.D. Vance, il y a un côté good cop, bad cop, où chacun se positionne vis-à-vis du lien transatlantique? On peut se demander, parce qu'on sait pertinemment qu'il y a beaucoup de fractures au sein de la Maison-Blanche, dans l'équipe autour de Donald Trump, ce qui fait que c'est très difficile à analyser la politique américaine. Premièrement, parce que Donald Trump est très imprévisible. Deuxièmement, parce qu'il y a beaucoup de factions qui luttent au sein de la Maison-Blanche. Mais on peut dire, tout le monde le dit, Marco Rubio est parmi les plus sensés, les plus réalistes dans cette équipe, le moins, comment dire, répugnant d'une certaine façon. Donc, voilà. Et c'est peut-être pas par hasard non plus que c'est le chancelier allemand qui tend la main, parce que dans la longue histoire entre l'Europe et les États-Unis, souvent, le lien privilégié était plutôt, c'est quand c'était pas le Royaume-Uni, c'était l'Allemagne. D'ailleurs, dans l'histoire, quand les États-Unis étaient obligés de faire un choix entre la France et l'Allemagne, c'était quasiment tout le temps l'Allemagne. Donc, il y a quand même un certain privilège historique pour le chancelier. Mais est-ce que ce lien, est-ce qu'on peut recoller les morceaux, Anna Navarro, entre l'Allemagne et l'Europe? Alors, je sais que la question, elle est très difficile, on ne peut pas lire dans une boule de cristal. Mais regardez par exemple ce dernier sondage Eurobazooka dont on a parlé sur BFM Business, très intéressant, et qui nous montre que Donald Trump n'est plus vu en Europe comme un partenaire, mais comme un risque pour l'Europe. Désormais, plus d'un Européen sur deux le considère comme un ennemi de l'Europe, contre seulement 8% qu'il voit comme un ami, et ils sont 2/3 à décrire sa politique étrangère comme de la recolonisation et de la prédation des ressources. C'est un sondage qui a été fait quelques mois après, quasiment 10 mois après le discours de J.D. Vance. Il n'y a pas un truc qui est cassé, qui est irréparable, Anna? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a encore une grande partie de l'Europe qui attend des élections aux États-Unis et le retour des démocrates pour recoller les morceaux. Est-ce vraiment possible? Vous savez,
Marco Rubio en sera l'exemple patent. Il va être plus policé, certainement. Mais au fond, est-ce que le fond de la politique américaine vis-à-vis de l'Europe va changer? L'économie mondiale a changé, l'ordre mondial a changé. Nous entrons aussi dans une phase, pour les économistes sauront ce que je veux dire, qui revient un peu au mercantilisme qui existait bien avant, au 19e siècle, 18e siècle et au 19e siècle. C'est-à-dire, on n'a pas assez de ressources, on a besoin de quelque chose, on prend. Et on voit ça dans la politique des États-Unis, c'est très évident. On veut le Groenland, on veut le prendre. On veut des tankers russes, on prend. Mais l'Angleterre vient d'annoncer qu'elle va saisir des tankers russes et vendre le pétrole de ces tankers. Ça fait penser aux pirates, aux corsaires anglais des temps passés. Donc, et les économistes sont en train de plus en plus nous prévenir. Nous revenons au temps du mercantilisme. C'est tout à fait vrai. Donc, effectivement, dans cet état d'esprit-là, dans cette conjoncture économique-là, évidemment, il n'y a pas beaucoup de place pour des alliances d'amitié fortes et sans trahison, ce qui n'a jamais existé, soyons clairs, de toute façon. Donc, est-ce qu'on peut recoller les morceaux? Je ne sais pas, parce que, quoi qu'il en soit, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, je ne veux pas être redondante, mais cette administration Trump nous a mis aussi devant nos shortcomings, nos défauts, nos problèmes, notre incapacité à utiliser nos atouts pour nous-mêmes aussi. Ce qu'a reconnu d'ailleurs Friedrich Merz, son message en creux, c'était d'accord, vous avez sorti le bazooka, vous êtes arrivé sur le terrain des réglementations, de l'immigration, etc. Et vous avez peut-être soulevé aussi quelques tabous qui traînaient chez nous. Bon, c'est un peu le message qu'il a voulu envoyer aujourd'hui aux Américains. Et Stéphane, je voulais aussi vous entendre pour rebondir encore sur ce baromètre Eurobazooka que je trouve hyper intéressant, c'est que derrière, quand bien même on essaierait de recoller les morceaux, on voit bien qu'il y a quand même une démarche politique aux États-Unis de faire infuser une doctrine trumpiste un peu partout en Europe. Ils ont leur porte d'entrée qui est la Hongrie, peut-être aussi. Mais rappelons-nous aussi la rencontre l'année dernière à Munich entre l'AfD et M. Vance, qui avait très publiquement choisi de les adouber. C'est vrai. Et c'était un symbole, c'était une ligne rouge pour plusieurs. Les Allemands ont été très insultés de ce qu'ils fassent, mais c'est un message envoyé à toute l'Europe. Nous avons vocation à avoir des relations avec ces partis dits patriotiques. Mais sur la question du sondage Bazooka, très intéressant, mais est-ce que les Américains demandent à recoller les pièces? Voilà une vraie question. Est-ce que les électeurs américains sont soucieux de ce que l'on recolle les pièces? J'en suis absolument pas certain. Et la perception des Américains de l'Europe et de la relation transatlantique, quelle est-elle? Pour beaucoup d'Américains, c'était un one-way relation, c'était une relation à sens unique, où les Européens étaient à la plage, se faisaient doré, avait des le narratif de Trump sur la relation totalement déséquilibrée a trouvé un écho. Le rappel justement candide de Merz à ce que peut-être en creux, il y avait des choses à retenir dans le discours de Vance. Je pense que ça dit quelque chose aussi. Les Européens ont pu se permettre d'investir ailleurs que dans la défense parce que les Américains étaient le grand frère qui protégeait le continent. Ils trouvaient leurs intérêts très certainement. Mais aujourd'hui, pour les Américains, pour certains des électeurs de M. Trump, mais pas que, il y a cette idée que ils ont des programmes sociaux, ils ont de l'assurance-emploi, ils ont toutes sortes de trucs qui, chez nous, n'existent pas vraiment. Assurance santé. Et je dirais que la question se pose aussi dans la relation avec Israël, qui est une relation tabou, c'est-à-dire qu'elle n'était pas questionnable jusqu'à ce que très récemment, au sein du mouvement MAGA, certains républicains aussi disent « Mais comment se fait-il que nous aidions depuis si longtemps, à hauteur de milliards de dollars d'aide et pas que militaire, un pays où les citoyens ont l'assurance maladie, ont une sécurité sociale formidable et que nous ne l'avons pas chez nous ?» Alors, peut-être que c'est de la démagogie, mais la question se pose pour plein d'Américains. Mais c'est hyper intéressant ce que vous soulevez là. Merci. Et là, je file à New York pour faire réagir là-dessus Romuald Sciorra. Romuald, effectivement, quand on écoute Stéphane, on dit oui, finalement, il y a peut-être eu un électrochoc nécessaire, je ne sais pas, mais un électrochoc, en tout cas, pour faire rêver, pour un réveil de l'Europe, pour qu'elle puisse être un peu plus autonome, ne serait-ce que pour des éléments de souveraineté comme sa défense.
Écoutez, ce que vient de dire Stéphane est tout à fait juste. Mais pour juste avant de vous répondre, pour rebondir sur ce que vous disiez, est-ce qu'on pourra recoller les morceaux? Non, évidemment, c'est Mark Carney, le Premier ministre canadien, qui, dès le début de l'année 2025, avait dit « jamais plus les choses ne seront ce qu'elles ont été ». Cette administration, on en a déjà parlé sur votre plateau, a un objectif très clair pour l'international, ramener le monde à l'ère du bilatéralisme, où les relations sont d'État à État, où la loi du plus fort prime, et où les alliances sont de circonstances, d'où le rapprochement douteux avec la Russie. On fait fi du multilatéralisme déjà moribond, de ces agences devenues naines sur la scène internationale comme l'ONU et de la justice internationale. Donc on y est. On ne recollera pas les morceaux, on ne reviendra pas à l'ère post-45. Par contre, il pourrait y avoir une politique un peu plus policée. Maintenant, oui, est-ce que l'Europe réagira de toute façon dans ce nouvel ordre international qui se dessine? Aujourd'hui, le seul avenir pour l'Europe, que l'on veuille ou non, c'est plus d'intégration politique. Et cela passe évidemment par une défense commune. Mais vous savez, je suis tragique, comme l'on dit, toujours un peu pessimiste. Je ne crois pas que l'Europe, dans son entièreté, un noyau dur peut-être, mais dans son entièreté, soit capable véritablement de réagir et de se réveiller. Ça serait pourtant la seule solution si l'Europe voulait non pas seulement demeurer une puissance dans le nouvel ordre international qui est en train de s'installer, mais tout simplement si nous voulions, je dis nous, je suis français et américain, là je parle en tant qu'Européen, préserver les valeurs qui sont les nôtres, humanistes, démocratie, etc., etc. Ce serait la seule solution, mais je crains malheureusement que celle-ci ne soit pas dans la tête de tous les Européens, leaders européens aujourd'hui. Ouais, en tout cas, alors, j'aimerais bien, pour comprendre comment est-ce que nous sommes collectivement arrivés dans cette situation qu'on vit aujourd'hui, regarder dans le rétroviseur et faire un petit saut dans le temps. Écoutez, c'est un truc qu'on vous a ressorti dans son narratif, comme on est à Munich qui s'ouvre aujourd'hui, on va se replonger dans la conférence de Munich de 2007. Hein. À l'époque, vous avez Vladimir Poutine qui va s'appuyer sur ce que lui interprète comme des engagements fermes de l'OTAN qui avaient été pris 7 ans plus tôt en 1990, juste après la chute du mur, des engagements de l'OTAN pour laisser leurs troupes pas plus loin que l'Allemagne de l'Ouest et ne jamais s'approcher un peu plus. Et voilà. Et ne pas aller un peu. Il y avait des engagements du secrétaire général de l'OTAN qui s'appelait Warner. Mais en 2007, vous aviez, pour rappeler le contexte, Vladimir Poutine qui était seul sur scène, les dirigeants européens en tête desquels Angela Merkel, qui médusaient écoutez Poutine qui se sent trahi en 2007. Il est évident que le processus d'élargissement de l'OTAN n'a rien à voir avec la modernisation de l'Alliance ou avec la sécurité en Europe. Au contraire, c'est un facteur de provocation sérieux qui réduit le niveau de confiance mutuelle. Et on a le droit de se poser cette question, qui cette expansion de l'OTAN vise-t-elle ? Ok, donc à partir de là, Steven, on est en février 2007, on peut dire qu'à partir de là, Vladimir Poutine officiellement dit à l'Europe « je ne suis pas en sécurité ». Oui, il y a beaucoup de discussions. 2007, maintenant les historiens ont bien travaillé le terrain. C'est pas clair ce qui était promis et pas promis par rapport à Poutine. En tout cas, lui en a fait une interprétation qui a justifié toutes les guerres d'annexion qu'il a fait les années d'après. Il ne faut pas oublier non plus le mémorandum de Budapest où les Russes, les Américains et les Britanniques ont promis aux Ukrainiens, s'ils donnaient leurs armes nucléaires, que leur sécurité allait être assurée aussi par la Russie. Donc on peut sélectivement prendre ce discours-là et dire que, voilà, comme dit Poutine, que la Russie était trahie. Si on parle de trahison, qu'est-ce qu'il y a comme trahison? Et de toute façon, en diplomatie, de toute façon, en géopolitique, géostratégie, bien évidemment, les forts portent leurs intérêts portent. Donc voilà. Mais en fait, voilà, je voulais vous faire écouter ça parce que Anna, j'en parlais avec un banquier central, un ancien banquier central en septembre dernier. Je crois que j'avais pas pris la mesure de ce qui s'était passé en 2007. Je lui demandais si vous aviez 2 chocs géopolitiques à retenir dans toute votre carrière. Il me dit le 11 septembre 2001. Il me dit parce qu'il y était. Il me dit et le discours de Poutine. Ah bon? Et voilà. Et il dit en fait, vu des banquiers centraux de la planète entière, c'est ce jour-là où ils ont acté que c'était la fin de l'illusion et qu'on rentrait dans un monde qui allait se brutaliser. Oui, et autre chose, et
votre interlocuteur a bien pris la dimension de cette affaire, de ce moment, mais beaucoup de dirigeants européens ne l'ont pas pris parce qu'il y a une arrogance aussi chez nos dirigeants qui fait que on refuse d'écouter ce que l'autre en face nous dit, on refuse de prendre acte de ce qu'il dit, on ne donne que notre interprétation. Donc beaucoup de dirigeants européens, Madame Merkel, mais à l'époque président Sarkozy, je crois qu'il était déjà élu, et ainsi de suite, n'ont pas pris la dimension. Je trouvais ça indigne et brutal, mais bon, sans plus. Alors qu'il y avait un véritable avertissement, et quand l'avertissement vient de quelqu'un, vous connaissez la blague, quand l'avertissement vient de quelqu'un avec autant d'armes nucléaires, avec une telle puissance de feu, on doit l'écouter. Pas pour se soumettre, mais pour l'intégrer dans nos analyses et dans notre réaction ensuite. Parce que vous connaissez bien l'histoire, la bonne blague française, je pense que c'est Jean-Yann, non, je ne sais plus, je pense que c'est Audiard qui l'a écrit dans un de ses films. Quand un homme Deux très belles références. Quand un homme de 120 kilos parle à un homme de 60 kilos, de 60 kilos, écoute. Donc voilà, on est un peu, excusez-moi d'être trivial, mais on est un peu dans cette situation-là. Et nous avons tendance en Europe ne pas vouloir écouter, regarder ce qui se passe en face pour bien l'intégrer. L'erreur que ne font pas les États-Unis. Pour continuer à filer votre métaphore, je vais continuer à vous faire écouter un homme de 120 kilos, hein, c'est dans l'imaginaire. C'est toujours Vladimir Poutine sur scène en février 2007. Ce qui est hyper intéressant, c'est que ce jour-là, il acte aussi la fin d'un monde unipolaire pour rentrer dans un monde, et ça c'est un mot qu'on entend aujourd'hui émerger super à la mode, un monde multipolaire. Écoutez-le. Qu'est-ce qu'un monde unipolaire ? On peut enjoliver ce terme comme on veut. Au final, c'est un monde avec un seul maître, un seul souverain. Et au bout du compte, c'est un système profondément nuisible. Bon, Stéphane Bureau, là, quand on entend ça, c'est aussi... il y a presque 20 ans, mais voilà, aujourd'hui, quand on voit, par exemple, les 20 dirigeants réunis autour de Xi Jinping, dont Poutine, à Tianjin, fin août, c'est ça qu'il a annoncé. Et on est, dans les faits, dans un monde multipolaire. D'ailleurs, les Américains le reconnaissent. Ils sont assez candides là-dessus. Un des premiers gestes public du nouveau secrétaire d'État Marco Rubio, je pense qu'on en parlait la dernière fois où on était ici, c'est de reconnaître que les États-Unis n'avaient plus le monopole de la force. Donc, cette illusion de la fin de l'histoire, et je ne vous citerai pas Fukuyama, qui a été à tort et à travers trop souvent cité, parce qu'il ne disait pas exactement ce qu'on lui fait dire, mais cette idée qu'on soit arrivé au terminus de l'histoire et que ce soit tous ralliés à la vie que nous pensions pouvoir mener tranquillement, le glas est sonné très sérieusement. Et je pense qu'effectivement, il y avait une très grande arrogance de l'Occident, de l'Europe, à ne pas vouloir entendre ce qu'étaient les intérêts exprimés par la Russie. On ne peut pas partager les mêmes intérêts, mais on peut certainement écouter ce qu'est leur version des choses. Et il faut voir aussi que ça venait après des feux verts donnés à plusieurs pays qui se sont joints à l'OTAN. Et il y avait une perception, alors fondée ou non chez les dirigeants russes, qu'il y avait un certain nombre de lignes rouges qui ne seraient jamais transgressées. Le fameux not an inch que le secrétaire d'État Baker a-t-il confirmé ou non au début des années 90, à l'époque avec Mikhail Gorbatchev, avec une autre administration. Poutine n'était pas aux manettes, mais disant nous n'avons pas velléité à nous avancer aux frontières de la Russie. Alors, les choses ont beaucoup changé, y compris le refus de fermer la porte d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, ce qui était très, très, très vexatoire pour les Russes. Vous citez Gorbatchev, là, malheureusement on n'a plus le temps, je voulais aussi vous faire écouter Gorbatchev qui lui en 97 disait grosso modo exactement la même chose que ce que disait Vladimir Poutine. On va marquer une courte pause et juste après, on va parler, vous savez, cette semaine en Europe, on parle sécurité, mais on parle aussi de stratégie économique. Et puis, avec ce plateau québécois, américain, etc., j'ai aussi envie de revenir quand même sur l'affaire Epstein, qui est devenue un procès de la mondialisation des élites. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Allez, on marque une courte pause et on revient. Les experts sans frontières. Mathieu Jolivet.
Bienvenue si vous nous retrouvez dans les Experts sans frontières. Autour de moi, Romuald Sciorra depuis New York, franco-américain, chercheur associé à l'IRIS et auteur de L'Amérique éclatée aux éditions Armand Collin. Anna Navarro, correspondante de la presse portugaise en France. Steven Ecovitch, professeur émérite à l'Université américaine de Paris. Et Stéphane Bureau, spécialiste des États-Unis, consultant BFM TV. Nous parlions des grands de ce monde réunis à Munich pour la conférence autour de la sécurité. Mais, j'allais dire les grands de ce monde, je ne sais pas, les grands des puissances moyennes. Les 27 étaient réunis dans un château en Belgique pour une retraite un peu monacale. C'était un sommet informel où ils ont essayé de phosphorer entre eux pour savoir quelle stratégie économique adopter quand vous vous retrouvez en ce moment à 27, entre d'un côté l'ogre chinois et de l'autre côté le bulldozer Trump. Écoutez quand même le président du Conseil européen, c'est Antonio Costa, s'il vous plaît. Il parle de game changer à l'issue de cette retraite. Écoutez-le. This retreat has been a real game changer. Ce séminaire a véritablement changé la donne. Accepted and adopted. Car l'ensemble des dirigeants ont accepté le défi proposé par Enrico Letta pour passer d'un marché unique incomplet à un marché unique pour une seule Europe. One market for one Europe. Anna Navarro, vous y croyez ou pas? Personnellement, j'ai couvert pas mal de conseils européens. J'ai l'impression qu'il y a une dramaturgie européenne qui se répète un peu. Oui, la narrative commence à être un peu, à avoir des barbes blanches. Comment dit-on en français cette histoire pour enfants, la belle endormie, le château à la belle endormie? Oui. La belle au bois dormant. La belle au bois dormant. Oui. C'était ça, c'était la retraite du château de la belle au bois dormant. Cette histoire. 2 jours pour relancer la compétitivité de l'Europe. On n'est pas d'accord sur plein de choses. Rome et Berlin ne sont pas d'accord sur les emprunts communs et ils n'ont peut-être pas tort en termes Paris et Berlin. Parce que... Non, Rome et Berlin n'étaient pas. Rome et Berlin sont pas chauds pour les eurobonds, effectivement. Mais Stéphane, vous savez, il y a une nouvelle alliance. Il faut suivre le feuilleton. Oui, Paris est plutôt pour cela. Donc, c'est pas la seule fracture qui existe dans cette Union européenne. Il y a la question de la défense. Donc, sur quoi ils ont avancé en réalité en coulisses, c'était sur l'idée de l'Europe à plusieurs vitesses, qui est déjà une vieille hydre qui ressort cette tête de temps en temps, qui était très, très à la mode dans les années 2015-2016. Il y a eu un livre blanc sur l'Union européenne là-dessus. François Hollande, qui avait à l'époque bien adopté l'idée, puis bien tensé aussi à cause de ça. Mais donc ça ressort, et cette fois-ci peut-être d'une façon plus capable d'avancer. Ils ont avancé sur l'idée d'une entreprise qui peut être créée en 48 heures sur un cadre juridique unique en Union européenne. Donc ça, c'est un élément de fédéralisme, qu'on le veuille ou pas, juridique. Même si ce n'est que pour le droit des entreprises. Et donc, ils ont avancé sur plusieurs choses qui mettent un petit peu cette idée sur le tapis, puis sur l'idée qu'il peut y avoir une coopération sur plusieurs dossiers. Même si certains pays sont contre, alors on avance seulement avec le petit groupe qui est pour. Bon, ça existe déjà, vous me direz, l'euro, c'est un groupe au sein de l'Union européenne, Schengen, c'est un autre groupe au sein de l'Union européenne. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a eu des choses là qu'on ne demande pas, qu'on se soit correct ou pas, qu'on soit pour ou contre. Mais si on veut avancer vers une Europe fédérale, on pose la question très clairement aux citoyens européens. On ne le fait pas en catimini dans un château enfoui dans la forêt en Belgique. On aurait toutes sortes de versions de ce que l'on veut. Stéphane Bureau. Ouais. Je m'excuse là-dessus parce que j'étais inattentif. Oui, effectivement, on découvre surtout qu'il y a un axe Berlin-Rome qui aujourd'hui est en train de damer le pion à l'historique lien entre Paris et Berlin. Mais on parlait de défense tout à l'heure et sur des enjeux aussi fondamentaux que la défense, je pense qu'il y aura d'abord du chemin à faire sur des enjeux par exemple, la capacité ou non de fédérer la dette, et apparemment on n'y arrivera pas. Les Allemands aussi ont une relation commerciale unique et particulière, une dépendance, dirons-nous, avec les États-Unis, qui font évidemment qu'ils marchent sur la pointe des pieds. C'est pas le cas de la France. Alors c'est vrai qu'il y a du commerce entre la France et les États-Unis, mais les enjeux ne sont pas les mêmes, et on voit que M. Merz ne veut pas fermer l'Europe pour la simple et bonne raison qu'il ne veut pas s'exposer à des mesures de rétorsion américaines. Et puis il faut reconnaître que nos amis allemands ont peut-être fait aussi le ménage que d'autres pays, la France en premier, n'a pas
fait. En matière donc, au de moment de se retrouver aussi. Oui, là, je parle des réformes structurelles, effectivement, aussi. Et assainissement des finances publiques. Mais donc, avant de parler défense, il faudrait qu'on soit capable de parler économie, et on constate que c'est très difficile. On ne parle pas d'une voix, et que le binôme historique est très discordant aujourd'hui. Monsieur Macron est un peu seul avec sa proposition de fédérer la dette, de faire une politique aussi... on parlait de mercantilisme tout à l'heure, de fermeture des frontières, sachant que c'est probablement moins douloureux pour la France que ça ne le serait pour d'autres partenaires économiques des États-Unis, l'Allemagne encore une fois en particulier, et l'Italie qui joue un nouveau rôle dans la dynamique entre Washington et l'Europe. Madame Meloni s'est un peu installée comme la whisperer, celle qui, à l'oreille du président, est capable de lui chuchoter quelques trucs, un rôle qui historiquement incombait à Emmanuel Macron. Vous parlez d'Emmanuel Macron qui se retrouve peut-être un peu isolé sur cette scène européenne, qui arrive aussi en fin de mandat. J'aimerais bien vous le faire écouter aussi lors de ce sommet de cette retraite informelle. Allez, on va dire qu'on est un peu dans l'époque du drill baby drill de Donald Trump. Macron, lui, dit qu'il y croit, qu'il veut mettre encore le paquet sur l'économie green. Pour lui, c'est pas mort et ça peut encore rentrer dans le scope de la compétitivité européenne. Écoutez-le. Ce serait une erreur stratégique de dire la compétitivité suppose d'abandonner le climat. Ce serait totalement faux. Je vais vous dire, sur beaucoup de secteurs, c'est parce qu'on a été trop lent. On parle de la Chine, elle fait de la concurrence déloyale sur certains secteurs, mais elle est très bonne sur les clean tech parce qu'elle a pris le virage plutôt que nous et qu'elle a mis plus d'argent. Et d'ailleurs, elle a mis plus d'argent privé et public. Romuald Sciorra, on va filer à New York. Comment est-ce que vous voyez finalement cette position française? Est-ce qu'il vous paraît isolé? Est-ce qu'il vous paraît peut-être un peu à côté de la plaque? Est-ce que l'Europe est loin des grands enjeux de coordination nécessaires pour essayer d'exister dans ce nouveau monde hémisphérique? Écoutez, sur le fond, Emmanuel Macron est tout à fait right, je dis ça en anglais, mais a tout à fait raison, comme sur beaucoup de choses qu'il peut dire par rapport à l'Europe. Mais oui, il est malheureusement un peu à côté de la plaque, c'est devenu malheureusement aussi un combat un petit peu d'arrière-garde. L'Europe voulue, rêvée par Macron, n'a jamais vraiment existé, mais elle existe encore moins aujourd'hui. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Le monde n'a jamais été autant polarisé, l'Europe est quand même divisée sur de très nombreux dossiers et la France n'est absolument plus la locomotive tant qu'elle l'a vraiment été. Enfin, elle l'a été à un moment en tout cas. Mais de l'Union européenne avec ce nouvel axe Berlin-Rome dont nous parlions plus tôt. Bref, donc Macron, comme toujours, ce sont de belles paroles qui... sont destinés autant aux Européens qui ne l'écouteront pas vraiment qu'aux Français, à la scène française sur laquelle ils tentent d'exister un minimum. Steven Ecovitch, vous, comment est-ce qu'avec vos lunettes américaines, oui. Comment est-ce que vous voyez cette séquence de compétitivité européenne? Est-ce que l'Europe peut vous paraître un peu comme un poulet sans tête? Mais non, parce que quand même, l'Europe a beaucoup d'atouts. Des grandes universités, des centres de recherche, nos technologies. Quand même, il faut pas trop abaisser quand même les possibilités européennes. C'est vrai que c'est plus difficile de racoler tous ces pays ensemble, mais maintenant, l'Europe n'a pas de choix. Comme dans la sécurité, aussi sur le plan de l'économie, il n'y a pas de choix. Et d'ailleurs, les deux vont ensemble, sécurité et économie. Les investissements dans la défense aussi, peuvent aussi, d'une certaine façon, doper l'économie. Il faut trouver l'argent. C'est l'argent de contribuables qui, voilà. Il faut trouver l'argent, mais il faut aussi trouver la coopération entre industriels. Là-dessus, il y a une autre séquence industrielle dont on parle peut-être un peu moins en France, mais on voit que sur la défense, vous avez une volonté étatique. Et derrière, qu'est-ce qu'on entend ces dernières semaines sur, allez, on va prendre l'exemple du SCAF, les motoristes, Safran français, qui disent, OK, nous, on a réussi à toper avec nos homologues allemands. Au niveau des motoristes, ça marche. Au niveau des avionneurs, vous avez les Allemands qui se retrouvent relégués au rang un peu de maître d'œuvre d'assaut, et ça, les Allemands ne veulent pas. Et en fait, donc il y a un moment, malgré toutes les volontés étatiques qu'on peut avoir sur l'Europe de la défense, si les industriels suivent pas, on n'avance pas, Anna. Oui, et là, il faudrait peut-être une volonté politique pour cela, parce que même en France, à ce niveau-là, au niveau de la défense, il y a Dassault et Airbus qui réussissent à se tirer le tapis sur les pieds. Donc, c'est
C'est dire, c'est même plus les Allemands derrière. Oui, et maintenant, pensons au niveau d'une armée européenne avec les Allemands qui ne voudront jamais que les Français commandent et les Français qui n'accepteront jamais d'être commandés par les Allemands. Donc, vous voyez ce que ça peut donner. D'où le confort aussi d'avoir l'OTAN et les Américains qui chapeautent le tout et commandent le tout. Donc, mais je ferme cette parenthèse. Oui, il faut que les industriels suivent, il faut qu'il y ait une volonté politique pour le faire aussi, parce que vous avez vu, malgré cette avancée vers l'Europe de la défense, par exemple, il y a des pays qui continuent d'acheter du matériel américain dont on ne pourra pas se servir sans l'autorisation américaine, ça veut dire sans le logiciel actualisé quasiment tous les mois, ou tous les 15 jours, ou tous les 2 mois, etc., par les Américains selon leur bon vouloir. Les Français font pareil d'ailleurs, s'ils vendent, et les Suédois aussi, s'ils vendent leur matériel. Donc, mais effectivement, depuis l'affaire du Groenland, on a assisté quand même à un changement en Europe. On a commencé à acheter du matériel. La France a acheté du matériel militaire à la Suède. On a vu que la Belgique aussi, on a acheté à d'autres pays européens. Donc, il y a une petite bascule. Est-ce qu'elle est temporaire ou qu'elle va donner un grand fleuve d'investissement, on le verra. Mais vous savez, nous ne sommes pas industrialisés. Vous ne sortez pas une usine en Europe d'un terrain vague en une semaine. Vous ne la faites pas fonctionner du jour au lendemain. Ensuite, il faut que les entreprises déjà existantes soient payées par leurs clients. Et quand le client est l'État, ça prend un peu de temps à être payé. Et si on vous demande de produire plus d'obus, par exemple, et qu'il faut de l'acier pour les produire, il faut quand même pouvoir acheter l'acier. Et normalement, on va l'acheter en dehors de l'Union européenne. Et pour ça, il faut avoir de l'argent, parce que les clients de l'autre côté, ils ne vendent pas s'il n'y a pas paiement rubis sur ongle. Donc, il y a quand même des comportements à changer. Dans la pratique, il y a le discours et puis il y a la pratique. Et il faut beaucoup de choses à changer. Stéphane Bureau. J'allais dire que sur la question du SCAF, c'est un bel exemple, parce que si les Allemands et les Français n'arrivent pas à s'entendre, les Américains, eux, s'entendent très bien entre eux. C'est-à-dire que le F-47, qui est l'équivalent 47 pour Donald Trump, le 47e président, mais cette prochaine génération d'avions hyper intelligent, va exister et rapidement parce que les Américains savent que d'abord c'est un marché, ils en ont besoin et ceux qui en voudront de cet avion prochaine génération, parce que les Chinois les produisent déjà ces avions ou à peu près, auront à se retourner ou vers les Européens qui sont des alliés naturels, mais si on ne le produit pas parce qu'on ne s'entend pas entre Allemands et Français, ça sera inévitablement vers les Américains. Ce qui nous renvoie aussi vers le sujet de la grande différence entre les États-Unis et l'Europe, c'est qu'il y en a un qui, au niveau politique, est fédéral et l'autre qui s'est construit sur l'économie. On va refermer cette page compétitivité. J'aimerais terminer cette émission avec vous pour ouvrir ce dossier tentaculaire de l'affaire Epstein, parce que moi, il y a aussi un aspect déjà avec vos prismes nord-américains, canadiens et européens, et puis depuis New York. J'aimerais comprendre un peu comment vous interprétez la tournure que prend ce dossier-là. C'est-à-dire que là, il y a un procès, au-delà de l'aspect judiciaire sur lequel je ne m'attarde pas forcément, on a l'impression que ça se transforme en un procès contre la mondialisation des élites et que c'est un dossier qui arrive même sur le terrain géopolitique. Parce qu'il est bien installé sur le terrain géopolitique. On voit que M. Epstein était introduit partout, qu'il avait littéralement un réseau qui était tentaculaire. Il y a peu de pays aujourd'hui qui ne sont pas d'une manière ou d'une autre touchés. Évidemment, ça permet de projeter tous les fantasmes complotistes sur nos écrans personnels parce qu'il y a tellement d'histoires, tellement de poignées dans cette affaire Epstein. Et de fait, on voit qu'au sommet, il y avait un entre-soi qui lie des gens qui ont des moyens et du pouvoir de façon très complaisante. Et l'Europe est évidemment touchée. C'est un ancien premier ministre norvégien aujourd'hui, avec une volonté des autorités de faire enquête. Son immunité diplomatique a été levée, puisque c'est un ancien patron du Conseil européen. C'est vrai en Grande-Bretagne, avec Andrew, mais avec d'autres, autour du premier ministre. Il faut voir, aujourd'hui encore, le premier fonctionnaire de l'État a dû démissionner. Alors, pas de raison officielle, mais après les démissions en cascade de son directeur de cabinet et de son directeur des communications, on se dit qu'il doit y avoir un lien avec cet ambassadeur Peter Mandelson, qui avait des relations extrêmement étroites avec Epstein. Donc, il n'y a pas beaucoup de limites aujourd'hui. C'est une banquière, enfin pas une banquière, une avocate chez Goldman Sachs, mais qui est à la direction des affaires juridiques, qui a annoncé son départ parce qu'elle aussi était trop introduite auprès de M. Epstein. Cette histoire semble ne pas avoir de fin. En tout cas, c'est intéressant de voir aussi comment les médias traitent cette affaire dans les différentes régions du monde. Regardez par exemple Al Jazeera, dans le monde arabe, reprend des articles de médias
occidentaux comme Newsweek pour raconter à quel point les élites sont percutées de plein fouet. Donc ça, c'est au niveau de Al Jazeera. On a aussi repéré un article qui nous a intéressé. C'est dans les pays du Sud. Alors là, on part en Chine. C'est le China Daily. Donc on est quand même très lié au parti. Et là, vous avez un article au vitriol dans le China Daily qui nous parle d'une affaire qui est vue comme le signe d'un Occident décadent de l'hypocrisie des États-Unis. On peut lire dans le titre du China Daily, les dossiers Epstein révèlent la déliquescence institutionnelle systémique du pays. Je me tourne vers vous, Romuald Sciorra. Là, on sent que Pékin finalement s'appuie sur cette affaire, profite de cette affaire Epstein pour faire le récit d'un Occident moralement affaibli. Oui, bien évidemment, alors que sans aucun doute, il y a ce genre de scandale également en Chine. Simplement, c'est beaucoup plus feutré, on n'en parle pas. Non, ce qu'il faut quand même garder à l'esprit, et ça, les médias français n'en parlent pas beaucoup, c'est qu'à l'heure qu'il est, la personne qui bénéficie le plus de toutes ces révélations, c'est Donald Trump. Et les dossiers Epstein sont en train de devenir une arme létale entre ses mains. Alors, l'erreur de Donald Trump a été donc de promettre de rendre publique l'entièreté des dossiers Epstein lors de sa campagne et d'avoir traîné la patte ensuite et de s'être senti obligé de les rendre publics après la pression de son propre parti et de sa base électorale. Sans aucun doute, Donald Trump craignait peut-être que certaines photos puissent un petit peu ternir son image qu'il essaye de polisser. Mais est-ce que Romuald, vous voulez dire que Donald Trump, pris dans la tourmente et sous cette pression, a orchestré une stratégie de saturation ? Oui, alors ça a été improvisé. Ce que j'étais en train de dire, c'est que Donald Trump, pour l'instant, n'a rien vraiment, il n'y a rien de révélateur à l'encontre de Donald Trump, à part cette accusation, si elle devait s'avérer un peu plus sérieuse que ce n'est pour le moment, qui est revenue à la surface, donc d'un viol commis par Donald Trump à l'encontre d'une jeune fille de 13 ans. Là, ça pourrait faire très très mal, mais pour l'instant, ça demeure assez brumeux. Donc oui, après avoir traîné la patte, Donald Trump y a vu une opportunité. Toutes ces bombes à retardement, ces dossiers, ces centaines de milliers de documents qui sont envoyés ici à droite, à gauche et qui sont en train de toucher essentiellement les démocrates. Rappelez-vous Larry Summer, président de Harvard, conseiller économique de Obama, ancien secrétaire au Trésor qui s'est retiré de la vie publique, Clinton dans un jacuzzi, etc. Toutes ces personnalités progressistes, Chomsky, Woody Allen, et puis à l'international, quelle arme contre certains gouvernements. Regardez où en est le Premier ministre britannique, etc. Donc, ça a été improvisé, mais oui, à l'heure qu'il est, cela devient une arme entre les mains de Donald Trump qui s'en sert pour déstabiliser les démocrates et les progressistes aux États-Unis, mais également sur la scène mondiale. Alors maintenant, les choses pourraient peut-être se retourner contre lui un jour ou l'autre. Tout dépendra de la fiabilité des accusations dont je parlais tout à l'heure. Quelle est votre lecture, vous, Steven Ecovitch ? Est-ce que pour l'instant, Donald Trump s'en sort finalement plutôt bien ? Il a fait une pirouette alors qu'il était englué dans cette affaire Epstein, ou est-ce que ça peut encore entacher des moments peut-être important de l'année à venir pour lui, ou en tout cas symbolique? Il y a le discours sur l'état de l'Union qui va arriver là le 24 février. Il y a aussi les 250 ans de l'indépendance des États-Unis, très important pour lui sur le plan symbolique en juillet prochain. Est-ce qu'il a pris les devants pour essayer de ne pas entacher ces moments symboliques? Non, il est très loin, il n'est pas sorti de l'affaire, très, très loin de ça. Il y a good, tous les jours, toutes les semaines. Est-ce qu'on peut prêter à Donald Trump un sens stratégique dans ce dossier? Je ne crois pas. Je crois qu'à la limite, on peut dire qu'il a dit aux gens autour de lui, au ministère de la Justice, protégez-moi, à la limite, tout simplement. Mais tous ces dossiers déversés en public, on peut aussi demander s'il y avait une énorme incompétence. Pourquoi ces 3 millions-là et pas les 3 millions qui restent? Pourquoi avoir révélé les identités des filles et leurs photos, par exemple? C'était une incompétence de justice invraisemblable. Pourquoi tel document est caviardé et pas l'autre? Inadvertance, dit la procureure générale. Je crois que c'était inadvertant. Je crois bien que c'était... Voilà. Donc, on a trop tendance...
Donald Trump, pour l'instant, sur le plan strictement judiciaire, il est quand même très embêté. Et de toute façon, il paye un prix politique très lourd. Il plonge dans les sondages, il est autour de 35%, qui est dévastateur pour un président. Et son parti, on se demandait plutôt si les Européens n'attendaient pas peut-être un changement. Il y aura un changement. On parlait de racoler les morceaux. On est en train de racoler les morceaux américains aux États-Unis. Donc, on est dans un chaos assez étendu, là. Anna Navarro, je crois que vous voulez réagir. Juste un petit truc. S'il a publié les 3 millions de documents qui sont que la moitié de ceux détenus par le ministère de la Justice, c'est sous la pression du Congrès qui a adopté une loi qui l'a obligé, le ministère de la Justice, à publier ces documents. Et ils voulaient l'intégralité. Ils ont publié que la moitié. Le ministre adjoint a dit... C'est tout ce que vous aurez, vous n'aurez plus rien. On sait qu'ils ont passé 1 an quasiment à choisir les documents et à censurer les documents qui sont dévoilés. Mais il y a à nouveau une réaction de la part des congressistes américains qui vont consulter et les documents caviardés parce qu'eux, ils ont accès dans ces consultations aux documents dans leur intégralité, sans portable, sans stylo, sans papier. Ils doivent se référer à leur mémoire. Et qui sont en train de dire on découvre des choses ignominieuses dans ces documents et on va lutter pour que le reste soit publié. Donc tout dépend maintenant de la volonté du Congrès. Par rapport au reste, 3 millions, oui, chaque semaine une goutte de plus parce que c'est très long et très difficile à consulter. J'ai été là-dessus à consulter, c'est très très compliqué. Il y a même un site. C'est pas un avantage pour lui. Il y a un site qui cartonne. Ils ont inventé une IA qui permet de s'organiser dans le dossier Epstein. Voilà. Bon, je l'ai consulté aussi. Ce n'est pas top. On n'a pas fini d'en parler. On termine comme chaque semaine les experts sans frontières par vos cartes blanches, des articles ou des livres locaux de vos pays respectifs. Vous allez nous dire pourquoi vous l'avez choisi. Je commence avec vous, Romuald Sciorra. Depuis New York, vous avez choisi un article justement du New York Times autour des théories du complot qui prospèrent avec l'affaire Epstein. Oui, bien évidemment, parce que ce dossier ne touche pas simplement les élites, il ouvre la porte, la boîte de Pandore à toutes les théories du complot. Et juste, il faut faire bref, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que sont revenus sur le devant de la table, évidemment, la fameuse théorie de la Pizzagate, vous savez, cette pizza qui aurait abrité en plein cœur de Washington un réseau pédophile au sein d'une cave et dont les leaders auraient été les Clinton. Donc alors ça, évidemment, ça revient sur le devant de la scène. Mais encore plus savoureux, les hommes lézards qui seraient également impliqués. Vous savez, cette théorie, alors ça nous fait rire, mais il y a quand même des centaines de milliers d'Américains, si ce sont des millions, qui pensent qu'il est probable que les hommes lézards soient parmi nous et que Hillary en soit plus ou moins la commandante en chef avec un masque, etc. Et donc bref, les hommes lézards pourraient être impliqués dans les dossiers Epstein. Voilà. C'est un scoop que je voulais partager avec vous. Ok, donc à retrouver dans le New York Times. Merci Romuald Sciorra. Anna Navarro, vous avez choisi un article du quotidien Expresso sur les dramatiques inondations qui frappent votre pays. Oui, on appelle ça un train de tempête. Les 3 dernières très violentes, mais en fait il y en a eu 7 en tout, 14 morts et un pays dévasté, mais dévasté. On en a pour des milliards de dégâts, peut-être 1 an avant de pouvoir reconstruire. Et maintenant, toute la question, c'était le titre d'Expresso, c'était Reerguer, ça veut dire reconstruire, mais ça veut dire aussi se redresser, parce qu'il n'y a pas que tous les dégâts, toutes les maisons affectées, les routes détruites, je crois qu'il y a même une photo que vous m'aviez envoyée qui touche même votre village natal. Hein. Ma ville natale, Coimbra, c'est une grande ville au Portugal. Voilà. Mais ça, c'est un petit peu à côté de la ville. Voilà, les maisons, des digues, des barrages qui ont sauté. Et sur le plan économique, ça veut dire des entreprises qui ne vont pas pouvoir s'approvisionner, ça veut dire qu'elles ne pourront pas honorer leurs commandes, ça veut dire que notre économie va reculer, ça veut dire aussi un budget qui était en surplus pour cette année et qui va certainement éclater parce qu'il va y avoir des aides du gouvernement. Donc économiquement et humainement, c'est une véritable catastrophe. Et là encore, il va falloir, on verra un peu, ça va être un test pour la coordination européenne et la solidarité européenne. On est bien seul. Vous viendrez nous en reparler, on en reparlera. Steven Ecovitch, vous voulez revenir sur la mi-temps de la finale du Super Bowl. Oui, parce hyper que important aussi. Le Super Bowl américain, c'est le plus grand phénomène culturel aux États-Unis. Hein. Le nombre de téléspectateurs, c'était 140 millions de téléspectateurs. Mais c'est pas seulement ça. Le match en soi était moins important que ce spectacle de mi-temps où Bad Bunny, un portoricain, n'oublions pas que les portoricains sont américains. Ils portent les passeports américains. Voilà. Donc, il chantait en espagnol
tous les figurants étaient des pays latins et le profil de ces spectacles, c'était justement le profil démographique qui chassait ICE. Voilà. Donc, tout... Très habile. Et sans faire de politique, il a envoyé des symboles. Tout est politique. Évidemment, mais voilà. Donc, il a chanté. Et lui... Disons que c'était un peu plus fin que la politique exprimée par Donald Trump. Il n'a pas fait des propos expressément politiques, mais il a parlé de l'amour, de la solidarité, etc. Et d'ailleurs, puisque NFL, c'est un big business, Donald Trump voulait mettre pression sur les dirigeants de NFL. Ils n'ont pas cédé. Donc, ça montre que les grosses sociétés peuvent résister à Donald Trump. Allez, on termine avec vous, Stéphane Bureau, sur un article du média québécois La Presse sur Marc Carnet qui se rend dans la ville où il y a eu cette dramatique tuerie de masse. Alors là, on n'est pas du tout dans l'amour. 9 morts, 25 blessés, une tuerie de masse comme on en connaît très rarement au Canada. Ça ressemble étrangement à une actualité américaine chez les voisins du Sud. Marc Carnet qui devait être à Munich pour la conférence sur la sécurité ce week-end. On attendait le premier ministre parce qu'évidemment, son dernier discours important en Europe à Davos avait retenti très fort. Il a choisi, je pense que c'est habile dans les circonstances, ce n'est pas qu'habile, je pense que c'était la décision la plus sage d'être aux côtés des familles des victimes. Merci à vous quatre, nos experts sans frontières, Romuald Iskura, Nana Varro, Steven Ekovitch et Stéphane Bureau, de m'avoir accompagné pendant cette heure-là. C'est toujours passionnant de vous écouter. N'oubliez pas aussi, je vais faire un tout petit peu d'autopromo, mais de vous abonner à notre nouveau podcast géopolitique qui s'appelle L'Ordre du Monde. Regardez, il s'affiche, il faut scanner ce QR code. Chaque semaine, je le présente sur YouTube et sur tous les réseaux sociaux avec ma complice Annalisa Capellini. J'espère que ça vous passionnera. En tout cas, on vous le prépare avec le cœur. Voilà, la géopolitique avec le cœur. Bon, je vous souhaite en tout cas un très beau week-end à tous. On se retrouve la semaine prochaine dans Les Experts sans frontières. Et puis tout de suite, c'est le journal de Stéphanie Colo. Les Experts sans frontières sur BFM Business.